Bonjour à tous. Nico et moi sommes très heureux de vous présenter le sujet d'aujourd'hui qui, je pense, se passe d'explications, voire de descriptions. Est-ce que tu penses qu'on va parler du tourbillon? Pas du tout. Franchement, ta voix est horrible et en plus tu as de la buée sur les yeux Je et ne vois moi, absolument rien. je respire grâce à cette petite bouteille d'oxygène très pratique pour aller nettoyer son bateau. Voilà. Donc, on se doute qu'aujourd'hui, nous parlerons de montres de Plongée. plongée. Parlons peu, parlons bien, mais parlons surtout sérieusement. Aujourd'hui, Père Castor et moi-même allons vous présenter la montre de plongée d'un point de vue féminin. Mais d'ailleurs, si on repart à l'origine de la montre de plongée, qu'est-ce que tu définis comme une montre de plongée? En fait, alors déjà merci pour le Père Castor, je le prends toujours à merveille. Et je parle aussi toujours comme d'habitude avec les mains, mais ça c'est une habitude et on ne peut pas y couper. Ce que je veux dire, c'est que la montre de plongée, elle ne s'est pas faite toute seule comme ça en 2 minutes. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, dans les années 20, on parlait de montre étanche. Alors, on se souvient tous, en 1926, de la présentation de la Rolex Oyster, cette fameuse Rolex étanche. Donc, c'est simplement pour aller se baigner avec une couronne vissée. Et on se souvient évidemment de Mercedes Glides en 1927 qui a traversé la Manche. Alors, on dit que ça a été simple, mais elle a galéré, la pauvre. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est les débuts de la montre étanche. Ensuite, on va parler de montres toujours étanches, mais qui vont un peu plus loin. Donc, des montres qui sont faites quand même pour aller dans une immersion relativement profonde. Évidemment, on pense à la marine d'Omega. Début des années 30, Omega reprend le brevet d'un sertisseur de Genève qui s'appelait Louis Alix. Et vous avez ce boîtier assez dingue, tu sais, je ne sais pas si tu vois, où en fait, la tête de montre va se mettre dans un autre boîtier et après on le clipse et du coup c'est étanche, Exactement, ceci, une cela. sorte de protection. Exactement. Et au milieu des années 30, il y a un test qui est fait dans le lac de Genève à environ 70 mètres, donc on voit que la montre est vraiment étanche. Donc on est loin de la montre étanche de Mercedes Glides en 1927. Là, on est sur une montre qu'un plongeur, même assez bon quand même, peut utiliser. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, vous la connaissez, et d'ailleurs je vous mets la vidéo juste ici, c'est les débuts de la vraie plongée professionnelle au début des années 50 avec tout le travail de Blancpain autour de sa 50 Fathom et vraiment le fait d'avoir une montre de plongée avec les premières caractéristiques, la lunette tournante, la pièce lisible qui fait vraiment pour les professionnels ou en tout cas les plongeurs quand même acharnés qui vont aller sous plusieurs dizaines de mètres sous l'eau. Donc ça c'est vraiment l'avènement de la vraie montre de plongée professionnelle. Je vous passe après évidemment Rolex qui arrive l'année d'après avec la Submariner et qui évidemment fera aussi des miracles. La Comex au début des années 60 fondée par Henri Germain Deleuze et je vous remets aussi d'ailleurs une vidéo qui en parle juste ici. Donc, ce puits de savoir. Arrête, je déblatère, je sais je déblatère mais bon, c'est pour aller vite aussi. Donc voilà, toute cette histoire de la montre de plongée technique, elle arrive au début des années 50, donc montre étanche, montre de demi-plongée on va dire avec la Omega Marine et la montre de plongée professionnelle. Mais qu'est-ce qu'une montre de plongée? Est-ce que tu sais ce que c'est une montre de plongée, les caractéristiques de la montre de plongée? Si tu veux, dans l'absolu, si on repart 3 minutes un peu avant quand tu m'as proposé ce sujet, moi j'avoue que la montre de plongée, c'est pas forcément un sujet qui me passionne. Non pas que, pour ayant passé mon PADI 1, mon PADI 2, ah ouais, quand même. je fais de la plongée. J'ai déjà du mal à voir le poisson que j'ai envie de voir à 3 mètres. Donc si tu veux arriver à lire l'heure sur une montre, c'est le cadet de mes soucis, surtout qu'en général j'ai froid. Donc ma combinaison, en général, elle me recouvre jusqu'au doigt. Donc quand on pense montre de plongée et si on se met sur un postulat féminin, c'est vrai que je n'associe pas forcément une montre avec le nombre de mètres sur lequel je vais aller sous l'eau dire bonjour à Nemo. Dans l'absolu. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, quand on achète une montre et qu'on nous dit, bah voilà, elle va à 20 mètres, elle va à 30 mètres, elle va à 100 mètres, entre toi et moi, quand est-ce que tu as été à 100 mètres? Qui a été à 100 mètres? Combien de collectionneurs de montres de plongée ont été à 100 mètres? Mais tu sais, petit aparté, quand tu dis ça, que quand il y a marqué 100 mètres sur une montre, donc 10 bars, c'est pas, en fait, c'est une étanchéité statique. C'est-à-dire que techniquement, si tu vas à 100 mètres, la montre, elle explose et que tu bouges. En fait, ça veut dire que si on met la montre comme ça, on la pose au fond de l'eau à 100 mètres et qu'on la touche pas, normalement, ça tient. Mais en vérité, une vraie montre de plongée, on va plutôt partir à 200, 300 mètres. Ça veut dire que quand tu es à 60 mètres sous l'eau et que tu fais des mouvements brusques, etc., la pression que la montre prend, c'est pas une pression à 50 mètres, c'est une pression à 100, 50 mètres, 200 même mètres. à 30 mètres, quand tu vas dans une piscine, tu descends à 4 mètres. Dans Mais l'absolu, tu descends pas beaucoup plus. Je suis d'accord, mais si tu mets une montre qui est étanche à 30 mètres dans une piscine à 4 mètres, l'eau, elle rentre, c'est un aquarium ton truc. Ok. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour savoir, c'était la parenthèse sur les montres étanchéité. Faut pas le faire. Oui, et surtout, je voulais te dire ça parce que, avant qu'on parle plus précisément de montres de plongée féminines ou pas d'ailleurs, la caractéristique des montres de plongée, c'est avant tout d'être lisible. C'est-à-dire d'avoir souvent un cadran noir avec des index de bonne taille, luminescents. Alors, depuis les années 50, il y a eu du radium, du tritium et ensuite du luminova et du superluminova.
Donc c'est d'être lisible. La lunette, elle est unidirectionnelle parce que si on se cogne, si on se prend une torpille, en gros, ça ne va pas dérégler le temps de plongée. Il faut avoir évidemment couronne vissée, fond vissé ou quelque chose qui s'en rapproche, ça dépend des brevets, pour éviter que l'eau pénètre dans la montre, c'est une évidence aussi. Donc voilà, lisible et fiable, c'est tout ce qu'on demande à une montre de plongée. Après, aujourd'hui, comme tu disais, il y a les montres de plongée techniques et il y a les montres de plongée... on aime les montres de plongée pour la technique, c'est-à-dire Deep Sea Challenge, 11 000 mètres de profondeur qu'on a vu l'année dernière. Mais bon, évidemment, personne ne va aller gratter la fosse des Mariannes. Et de l'autre côté, la montre... La Tudor Marine, avec le partenariat avec la Marine nationale. La Marine nationale, bien sûr. Et aussi le côté fashion, c'est-à-dire, est-ce que la montre de plongée, finalement, aujourd'hui, c'est pas juste des codes, c'est pas juste une esthétique qu'on apprécie. Des codes esthétiques avec une lunette, avec ce qu'on a dans un cadran, etc. Très bien. Donc la question, c'est toi, aujourd'hui, comment tu vois la montre de plongée? Et surtout, est-ce que... Alors même si tu es une femme qui plonge, ce qui est rare, toutes les femmes ne plongent pas. D'ailleurs, moi, je ne plonge pas non plus en tant qu'homme. Montre, donc ça annule en fait le... Ah, tu mets jamais de montre pour plonger? Même quand tu vas à la plage, quand tu te baignes, tu mets pas de montre? Si, mais j'ai pas forcément une montre de plongée parce que les codes, comme tu viens de le dire, d'une montre de plongée sont souvent synonymes d'une lunette assez épaisse, avec des index Luminova, avec l'intérieur d'un cadran où tout est un peu élargi pour une meilleure lecture sous l'eau. Donc c'est vrai que c'est pas forcément les montres que j'ai tendance à porter. Maintenant, on est là pour débattre et tu vas m'expliquer que j'ai tort et d'ici la fin de la vidéo, normalement, je devrais courir en acheter une. Tu veux dire que cette Sea Dweller bien épaisse que j'aime beaucoup va peut-être atterrir sur ton poignet avant la fin de la vidéo? Elle pourrait. Elle pourrait, elle te tirait très bien d'ailleurs. Elle pourrait. Non, la question c'est que, en fait déjà, ce que ça remet en question, c'est que les femmes portent des montres d'hommes. Tu es la première, tu es l'exemple même. Oui. La montre de plongée, on peut en dire ce qu'on veut, mais dans l'imaginaire collectif et dans le cliché, et même si c'est un cliché qui se vérifie, comme la plupart des clichés, elles sont portées par des hommes. Oui. Donc du coup, si on fait un petit raisonnement logique, la montre de plongée, techniquement, peut largement être portée par des femmes. Qu'est-ce que tu vois dans ton entourage, toi? Comment ça se porte un petit peu? Est-ce que tu as une Submariner? Est-ce que tu as quelque chose qui s'en rapproche? Est-ce que tu as une montre de plongée? Je sais pas, quelque chose qui s'en rapproche. Alors, je n'en ai pas. Ok. Je n'en ai pas du tout. En revanche, ce que je peux voir en effet sur les poignets vont être des Oris ou des Rolex, qui vont être les deux montres en fait que je vais voir le plus. Et c'est pas parce que mes amis ont les moyens d'eux, mais c'est vrai que comme mon sport favori, et ça j'ai été à bonne école, c'était de regarder le poignet de tous les gens que je rencontre et savoir qu'est-ce qu'ils portent. Et c'est vrai que quand on parle quand on va à la plage ou autre, on va voir principalement ces deux pièces-là. Même si, j'admets, j'ai eu la chance d'aller en Polynésie, d'où mon PADI 1 et 2, et là c'était plutôt Blancpain. Parce que d'ailleurs Blancpain est sponsor d'une partie de Fakarava, qui est une île placée sous patrimoine de l'UNESCO. Et en fait, toutes les tenues des plongeurs professionnels sont des tenues Blancpain, avec les montres qui y sont associées. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, en faisant une petite aparté sur Blancpain, et on va vous mettre de très belles images de 50 Fathom et de Bathyscaphe. Ils ont un programme, ils font des expéditions qui s'appellent Gombessa de mémoire avec Laurent Balesta, qu'on peut voir à la télévision un peu partout. Et j'avoue que c'est assez magnifique. Récemment, je les ai vus plonger près de la baie de Naples, je crois, sur des trucs de volcans. Je sais pas quoi, c'était assez dingue. Ouais, ils sont assez dingues. Donc ça ne m'étonne pas qu'ils soient aussi en Polynésie. Tout ça pour dire que, voilà, est-ce que toi tu vois au poignet des femmes de plus en plus ou pas du tout des montres de plongée? Non. Mais on en voit sur des pièces qui vont être des pièces iconiques, des pièces qui ont toujours existé dans le conscient collectif des gens qui pensent monde de plongée et horlogerie. On a, et je pense à tort d'ailleurs, plus des pièces qui vont être des pièces hommes portées par les femmes. Mais il y a peu ou très ou pas eu de collections qui ont été vraiment des collections de plongée dédiées à la femme, sur des couleurs un peu différentes, sur des tailles un peu différentes, sur des lunettes un petit peu différentes. On y arrive, mais je pense que la demande du marché n'est pas encore là. Oui, tu as raison, c'est que comme tu disais dans une précédente vidéo, contrairement à beaucoup d'autres modèles où on a décliné la collection pour les femmes… On l'a adapté, on l'a décliné, on l'a repensé. Ça ne s'est pas fait avec la montre de plongée. Non. C'est un premier point très intéressant déjà, ça. C'est vrai que j'y avais jamais pensé. Est-ce que vous en connaissez? Si oui, mettez-le nous dans les commentaires et peut-être qu'on fera une review de ces pièces-là d'ailleurs. Je suis bien d'accord. Sur ces bonnes paroles, on va vous proposer une petite sélection de différentes montres, à la fois une jeune marque, une marque plus ancienne avec un cadran un peu plus féminin à notre avis, une très impressionnante Sea Dweller et même un peu de vintage avec une Tudor Submariner. D'ailleurs,
au passage, qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on a parlé des montres de plongée quand même contemporaines. Genre, tu vas en boutique, tu peux acheter la montre. Mais est-ce que ça te touche, toi, on va dire, les codes de plongée vintage? Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques? Alors, c'est quelque chose que je remarque et c'est quelque chose que je trouve intéressant pour l'histoire. Quand l'année dernière, Tudor présente la nouvelle édition avec la Marine nationale, avec toute l'histoire qui va derrière, que ce soit les commandants Hubert, comment est-ce qu'ils partent en mission, pourquoi est-ce que leur montre est un outil primordial quand ils partent en expédition, parce que évidemment, ils ont besoin de bien voir, ils ont besoin de calculer, donc c'est un élément qui, dans la mission en elle-même, si c'était pas une Tudor, ils auraient besoin de toutes les façons d'avoir une montre, parce que ça mettrait en péril le succès de cette mission. Et moi, je suis extrêmement sensible à ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, on dit toujours qu'une montre ne sert plus à rien, surtout en 2023, où si tu veux lire l'heure, tu n'as plus qu'à sortir ton téléphone. Aujourd'hui, quand tu repenses et quand tu rencontres, puisque grâce à Tudor, on a eu la chance de rencontrer deux commandants Hubert, évidemment sous légende, pour ne pas savoir qui sont-ils. Bien sûr. Mais c'est assez fascinant de les écouter parler de, justement, comment est-ce que leur montre est l'élément central, principal de leur mission. Et ça, moi, je suis très sensible à ce genre de paramètres parce que aujourd'hui, ça sort de finalement ce qu'on peut maîtriser, de ce qui est facile, de l'ère du digital, et de dire aujourd'hui, on n'a jamais eu aussi peu besoin d'une montre qu'en 2023. Je suis d'accord. Après, même sur tout ce qui va être commando Hubert, c'est un peu comme les montres de pilote, etc. Complètement. Complètement. En général, quand ils plongent, ils ont quand même un ordinateur de plongée, mais la montre, c'est l'outil. Ils ont besoin d'avoir la montre parce que si sur une mission extrêmement importante, l'ordinateur venait à défaillir, ils utiliseraient la montre. Mais non, dans la majorité des cas, la montre, elle est là, mais elle n'est pas tout le temps utilisée. Oui, bien sûr. Mais on peut l'utiliser. Quand tu les expliques et qu'ils te disent que la plupart de leurs missions sont la nuit, sous l'eau, oui. Et qu'évidemment il ne faut pas se faire voir avec le truc. Ils peuvent pas se faire voir, ils peuvent pas. Alors évidemment, tout est programmé de telle sorte que tu n'entendes pas, tu vois pas, etc., oui. etc. Il suffit en nageant de voir les index luminescents de ce qu'il y a dans leur cadran pour savoir où est-ce qu'ils sont, à combien de temps, combien de mètres par rapport à un calcul. Et c'est ça que je trouve assez bluffant. En tout cas, ça m'a vraiment, si pas réconcilié avec les montres de plongée, en tout cas, j'y ai été beaucoup plus sensible grâce à cette expérience et à ces discussions que j'ai pu avoir avec ces commandants Hubert. Donc la montre vintage, finalement, tu peux y trouver un intérêt. Tu peux trouver un intérêt non seulement à la montre vintage, mais à la montre de plongée d'aujourd'hui. Mais surtout que les montres de plongée, donc ce que je dis vintage, c'est-à-dire années 50, 60, 70, ces dernières années, ça a quand même été, il y a eu un regain d'intérêt. Et d'ailleurs, ça a été aussi en même temps avec le regain d'intérêt sur les montres modernes. La montre de plongée, aujourd'hui, il n'y a pas forcément la Submariner ou la 50 Fathom. La montre de plongée en général, le code de la montre de plongée, c'est vraiment une pierre angulaire de l'horlogerie internationale. Les gens veulent des montres de plongée et c'est vraiment la montre-outil par excellence, mais évidemment plus utilisée. Mais est-ce que tu ne crois pas que justement, la montre de plongée par rapport au code et à l'ADN, le côté signature esthétique, où on retrouve évidemment les index luminescents, où on retrouve ces lunettes qui finalement donnent de l'épaisseur à la boîte, à un temps où on a été vers l'ultra fin, vers l'ultra élégant, vers l'ultra sportif, le sleek, comme disent les Américains. Aujourd'hui, ça vient contrebalancer en fait ces montres qui finalement sont tellement légères qu'on n'a pas l'impression de les avoir au poignet, pour justement des mecs ou des nanas qui veulent sentir une montre sur leur poignet pesant leur poids. En fait, ce que j'en pense, c'est que la montre de plongée, c'est une des montres que tu as. Moi, la montre de plongée que j'ai, en l'occurrence une Serica 5303, je la porte quand je suis l'été à la plage, ou quand je vais dans des milieux où il y a de l'eau, ou quand je vais faire des disciplines sportives où j'ai envie d'avoir une montre, parce que quand je vais faire du VTT de descente, j'ai pas envie d'avoir une montre, c'est trop lourd. Donc en gros, la montre de plongée, c'est vraiment ma montre sportive, et en particulier quand je me dirige vers un milieu aquatique. Mais le reste du temps, je porte des montres en or, je porte des montres plutôt fines. Ça ne s'oppose pas. Je pense que ça se complète largement. Et là, la plupart des gens qui ont une montre de plongée ont aussi d'autres montres dans leur collection, plus fines, plus élégantes. Mais d'ailleurs, de ce que je trouve intéressant, pour reparler de Serica, quand on prend cette pièce, ou quand tu vois qu'il y a finalement... Moi, ce qui m'a toujours dérangé, et c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est que c'est toujours c'est toujours l'épaisseur de cette lunette qui vient finalement alourdir aussi bien au poids que visuellement le design de la montre. Et dans cette Serica, ce qui me plaît, c'est comme si la lunette était divisée en deux, déjà parce qu'elle est bicolore. Ensuite, on a ce côté bleu ultra doux, un peu comme un bleu layette, qui vient finalement atténuer les rebords de cette lunette.
pour donner un côté beaucoup moins fin et finalement un peu plus féminin. C'est vrai que l'association céramique-aluminium, alors... C'est magnifique. On parle de 5303-3, l'édition bleue, ou bleu-vert selon les mettre un nom, tout simplement. De quoi? Il ne peut pas y avoir un nom, tout simplement. Un nom bleu? Un nom tout court? Mais non, mais c'est des codes. Une référence. Vous parlez tous en référence. Tu sais pas, tu connais pas, toi. Non, je connais pas. Voilà. Je sais pas ce que je fais là. Ouais, bon, allez, on va arrêter. Merci, c'est la fin de cette... non, elle est très jolie. Et d'ailleurs, en fait, dans la sélection, donc j'ai mis cette 5303, d'ailleurs sur les nouveaux modèles qui sont chronomètres. J'ai aussi pris une Aquis que tu connais. Tu parlais tout à l'heure absolument des montres Oris, où on a vraiment la quintessence de la montre de plongée aussi, avec cette lunette tournante unidirectionnelle, les repères luminescents, vraiment cette forme de boîte avec ces cornes qui sont assez singulières. Ici, dans une version... Ils ont fait plein de travail de cadran sur cette pièce. Ah oui, c'est assez dingue. Et là, c'est un cadran comme tu aimes en nacre. Oui, c'est nacre bleu, donc ça va. C'est vrai que c'est mieux. Et il n'y a pas de diamant. Et il n'y a pas de diamant. Aussi. Donc là, qu'est-ce que tu en penses? On est un peu entre la montre outil et le petit accessoire quand même. Petit accessoire, montre outil, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est assez petite. Donc finalement, pour une montre de plongée, quand on la regarde même sur le côté, la lunette est finalement pas si épaisse. Le côté, en fait, cranté ou crénelé. Crénelé. C'est le crâne. Crénelé pour reprendre l'appellation Rolex, puisqu'on leur doit cette appellation. Il y a un côté, quand on compare les deux côte à côte, elle est quand même nettement plus petite. Bien sûr, bien sûr. Et c'est justement une des forces d'Oris, c'est d'arriver à faire des mouvements, surtout des boîtes, assez polyvalentes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout en gardant, comme tu le disais à juste titre, les codes d'une montre de plongée sportive qu'on peut porter l'été sans se dire « elle va prendre l'eau, elle va prendre des chocs, elle va pas marcher, je dois la laisser dans mon sac, on va me la voler pendant que je vais me faire piller par la méduse ». Exactement. Et c'est vrai, comme tu dis, la nacre bleue, contrairement à la nacre blanche avec des diamants, c'est quand même assez honnête comme choix. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune montre de plongée avec des diamants? Il y en a, des montres de plongée avec des diamants. Il y en a peu. Il y en a peu, c'est vrai. Ça ne me vient pas comme ça tout de suite. Alors, dans l'histoire, dans les montres de collection Bien sûr qu'il y en a, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une évidence. Et pour reprendre ce que tu disais sur qu'est-ce qu'une montre de plongée, aujourd'hui, si on respecte à la lettre les codes d'une montre de plongée, aussi bien féminine que masculine, on va avoir une lunette, on va avoir une lunette plus épaisse, on va avoir une couronne vissée, on va avoir un boîtier un peu plus épais. Et en fait, toutes les variations vont être justement dans l'interprétation identitaire de cette lunette ou dans la modification du cadran. Je suis assez d'accord. Pour continuer dans notre petite sélection, je ne sais pas si tu l'as vu, alors tu l'as forcément vu à mon poignet parce qu'on ne peut pas la rater. Cette petite impressionnante... Non, change de mot. cette jolie Sea Dweller. Alors, pourquoi j'aime la Sea Dweller? C'est parce que déjà, à mon sens, on n'en parle pas assez. On parle toujours de la Submariner quand on est chez Rolex. Et là, je parle que des montres de plongée, sinon on entend Daytona. C'est assez insupportable. Pourquoi je l'aime? C'est parce qu'à mon sens, c'est aussi la quintessence de la montre de plongée pour une raison qui, tu vois, sur le côté, qui est la valve à hélium. La valve à hélium qui a été développée par Rolex avec la Comex au début des années 60 pour avoir au début des années 70 les fameuses références 55-14, les premières qui étaient livrées à la Comex, donc c'était 55-13 avec une valve à hélium, c'était pour la page Percastor, tu me connais. Et à quoi sert cette valve à hélium? Alors elle permet en fait, c'est pas faire du bois avec des ballons, moi l'hélium ça me parle que de ça. C'est utilisé pour des plongées en saturation. C'est-à-dire que quand tu es dans un caisson hyperbare et que du coup le mélange d'oxygène, le mélange d'air qui va être autour de toi n'est plus le même que là, celui qu'on respire maintenant. Quand tu restes pendant 25 jours, comme ça pouvait être le cas des Théo Marostomos, des Régis Payot, etc., qui étaient des grands plongeurs de la Comex, dans des caissons hyperbares pour faire des tests, tu vas accumuler dans ton organisme, et tu vas accumuler autour de toi forcément, beaucoup plus de l'hélium. Et en fait, l'hélium, il va forcément pénétrer dans la montre lors de ces plongées-là. Okay. Donc le fait d'avoir ce petit élément, cette petite valve à hélium, ça va permettre, elle va s'ouvrir quand il y aura un excédent d'hélium à l'intérieur de la montre, et l'hélium va sortir. Alors évidemment, c'est pas utile dans 99,99% des cas. Donc il n'y aurait même pas une autre utilisation où aujourd'hui on se dit voilà, cet élément reste parce que... C'est un héritage du passé, c'est un héritage hyper important parce que c'est vraiment le développement de la plongée technique. L'histoire est intéressante, tu me demandais des histoires par rapport aux pièces. Ah bah là on est dans l'histoire. On est dans typiquement la Comex, dans les caissons hyperbares, dans les plongées à saturation et c'est pour ça qu'on a besoin de cette valve à hélium. Donc voilà, pourquoi je l'aime, c'est que tous les codes de la montre de plongée évidemment, cette lunette tournante ici en céramique Cérachrome propre à Rolex, tous les codes évidemment les aiguilles Mercedes, etc. On n'est pas dans la Deep Sea Challenge à 11 000 mètres, on n'est pas dans la Submariner à 300 mètres, on est sur une pièce qui va
qui est étanche à 122 bars, donc une de 120 mètres. Évidemment, il n'y aura personne jamais là-bas qui va aller côtoyer les grands calamars géants, mais voilà, c'est vraiment une pièce que j'aime parce que c'est un peu la petite oubliée. C'est la montre plus de la Submariner, la Seedweller, mais je l'aime beaucoup et on n'en parle pas assez. Tu peux la mettre Alors, si tu veux. maintenant, moi, je te pose une question. Si Ouais. demain, je dois acheter... Pourquoi est-ce que je devrais acheter une montre de plongée? C'est pas ça en fait, c'est si tu apprécies porter une montre au quotidien et que quand tu vas un peu vagabonder dans des territoires aquatiques, pas forcément que l'été, mais ça peut être dans d'autres moments de l'année, Tous les jours dans mon bain. est-ce que tu n'aimerais pas, tous les jours dans ton bain, tu as de la chance d'avoir un bain, pourquoi tu accompagnerais pas ton poignet d'une montre de plongée, du coup la montre vraiment faite pour l'élément dans lequel tu vas? Moi c'est exactement ce que je t'ai raconté tout à l'heure avec ma Sarika, c'est que quand arrive l'été et que quand je vais aller dans l'eau, dans la mer, dans la piscine, etc., je vais prendre ma montre de plongée. Je vais pas prendre ma boucheron en or qui, après 0,1 mètre sous l'eau, va commencer à prendre la flotte. Donc c'est plutôt pour ça en fait. Pour moi la montre de plongée, c'est le complémentaire de la montre élégante qu'on aime et elle te suit là où l'autre montre ne va pas. C'est juste pour ça en fait. Après, si tu peux me dire, j'aime plonger le bras absolument nu et ne pas sentir quelque chose quand je vais dans la mer, je peux comprendre. Ok. Je t'ai pas convaincu. On repassera. Ok. Et la dernière de la sélection que je voulais te présenter, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure si tu appréciais les montres vintage, c'est la fameuse Tudor Submariner. Alors la Tudor Submariner, en l'occurrence, celle qu'on a, c'est celle vraiment iconique avec son cadran bleu, sa lunette bleue, ses aiguilles Snowflake. Et cette montre, elle est appréciée évidemment parce qu'elle a aussi suivi la Marine nationale. T'en parlais tout à l'heure. Et donc la pièce que vous voyez sur les vidéos est absolument sublime. Et à mon sens, c'est un pilier aussi de la montre de plongée de ces dernières décennies. Voilà pour cette petite sélection. 4 montres, c'est pas mal, c'est rare. C'est pas mal. Et la prochaine fois, on le fera dans l'autre sens. Là, tu m'as fait un sujet très masculin, tu m'as demandé mon avis, et la prochaine fois, on fera un sujet très féminin, je te demanderai le tien. D'accord. Merci. Voilà, c'était tout pour cette... Je repars dans mes abysses Tu repars profondes. et moi avec ma petite bouteille. Ça va très très bien le masque, hein, personnellement. On t'entend pas parler, mais c'est pas grave, ça change, Oui, ça fait du bien. évidemment. Voilà, chers amis, c'était tout pour ce nouvel épisode des Rabilleuses à propos de la montre de plongée. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très très rapidement pour un prochain épisode à 2 ou toute seule, parce que tu te débrouilles très très bien seule aussi quand même. Il est mieux que moi, tu parles mieux que moi. À bientôt, merci.